Alors, orthophoniste, c'est un professionnel, quelqu'un qui va venir t'aider à mieux parler, à peut-être mieux trouver les mots, mieux prononcer, à aussi savoir quelles questions poser, comment te présenter. Et du coup, on peut aussi travailler ensemble pour mieux apprendre à lire, mieux apprendre à orthographier, à écrire les mots. Et quand il y a des soucis aussi sur les calculs, on est là pour t'aider. Alors moi je suis Mathilde Desmuriaux et je suis orthophoniste en libéral et je travaille particulièrement auprès d'un public TSA. Alors ce qui m'anime dans ce public-là, c'est la variété des patients rencontrés, même si la problématique, même si le handicap est le même, à chaque nouveau patient, il y a une problématique différente. Et ce qui me plaît énormément, c'est vraiment de travailler sur la communication, que ce soit avec des enfants qui ont la parole ou d'autres qui n'en ont pas, et donc on va mettre en place un système de communication alternatif. Et là, c'est un autre travail autour de la communication. Et avec les enfants qui parlent, dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a souvent des difficultés donc, dans la communication et les interactions sociales. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est d'essayer d'amener les enfants, les ados, c'est plus mon domaine de prédilection, mais ça peut être également les adultes, à être plus à l'aise dans la relation au pair et d'avoir vraiment une communication fonctionnelle pour être le plus autonome au quotidien, donc sur le plan social, sur le plan scolaire et sur le plan professionnel pour les plus âgés. Je pense à un jeune, enfin maintenant un jeune, mais à l'époque c'était un enfant, qui est arrivé dans mon cabinet avec beaucoup de troubles du comportement et avec un langage oral présent, mais absolument pas fonctionnel. Donc il n'arrivait pas à communiquer pour demander des choses, pour évoquer ses émotions, pour commenter. Donc c'était vraiment compliqué d'entrer en interaction avec lui. Et actuellement, c'est un jeune ado qui commence à être beaucoup plus dans le fonctionnel, et donc du coup il va pouvoir dire qu'il a besoin d'aide, il va pouvoir dire qu'il ne sait pas aussi, sans attendre pendant 20 minutes la réponse de l'autre par exemple, et puis il va pouvoir être de plus en plus dans l'interaction avec l'autre, en rebondissant dans les échanges, en initiant une conversation. Et ça, c'est vraiment chouette, donc c'est pour ce jeune-là une belle évolution. Alors, le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme, c'est une des grandes familles dans le TND. Le TSA se repère par deux grands champs. Déjà, il y a un déficit, une grosse difficulté sur la communication sociale et l'interaction sociale. Et le deuxième grand champ, c'est qu'il y a des comportements stéréotypés et des intérêts restreints. Donc au niveau des signes, tout ce qui est en lien avec la communication, ce sont des enfants, des adolescents, des adultes, qui vont avoir des difficultés. Ça peut être sur le plan du langage oral, donc à construire des phrases tout simplement, à mettre des mots. Il peut y avoir également des difficultés dans la communication non verbale, donc tout ce qui va être production d'expressions faciales, compréhension des expressions faciales également, dans la posture, l'utilisation du corps, des difficultés également avec parfois être trop près de l'autre personne ou au contraire beaucoup trop loin. Donc ça, c'est vraiment tout le champ de la communication, et dans tout ce qui est en lien avec l'interaction sociale, ça va être tout ce qui va concerner le lien avec l'autre. Donc ce sont des personnes qui vont avoir du mal à peut-être initier une conversation, clôturer une conversation, qui vont avoir des difficultés à rebondir sur un sujet, ou qui vont répondre mais pas du tout dans le sujet qu'on leur a posé, donc faire beaucoup de coq à l'âne, ce genre d'éléments. Et pour l'autre champ, donc le champ des comportements stéréotypés et des intérêts restreints, donc on a des personnes qui vont avoir par exemple du flapping, donc c'est un comportement de bouger les mains comme ça par exemple, ou de balancement du corps, donc ça ce sont des comportements assez stéréotypés. Et les intérêts restreints, ils vont aller s'orienter vers des domaines spécifiques. Alors ces domaines vont varier au cours de la vie, et c'est des moments où
Par exemple, pour les petits, ils peuvent être à fond sur les dinosaures et il n'y a plus que ça qui les intéresse pendant un temps donné. Ça peut être un temps assez long ou pas. Puis après, ça va passer sur autre chose. Mais en tout cas, ce sont des domaines qui sont très cloisonnés. Et pour les enfants, on peut même avoir des hyper compétences dans ces domaines-là. Alors on parle de spectre parce que qu'il y a tout un continuum dans le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme peut s'associer ou pas à un déficit intellectuel et en fonction de ça aussi, on va avoir des compétences qui vont être plus ou moins performantes, plus ou moins présentes. Et chaque personne porteuse d'un autisme va vraiment faire partie d'un spectre beaucoup plus large parce que à un patient qui présente un profil particulier, eh ben, on va pas du tout avoir la même manière de procéder, en tout cas pour l'orthophonie, pour ce patient-là, alors qu'un autre patient pourrait avoir le même profil et pourtant on va quand même fonctionner différemment parce que vraiment on individualise les prises en soin. Et donc spectre parce que c'est assez large et qu'il y a vraiment de l'individualité dans cet handicap. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est donc d'expliquer. Moi, je trouve qu'avec un petit support, ça peut être intéressant. Un support vidéo ou un petit montage pour ceux qui sont lecteurs d'un petit diaporama. En tout cas, ça peut être intéressant de discuter autour des particularités de l'enfant porteur d'un TSA, parce que mieux connaître la différence, c'est aussi mieux l'accepter, et ça permet de développer un élan d'empathie et de bienveillance auprès des pairs. Souvent, le différent fait peur, mais quand on le connaît, ça fait beaucoup moins peur. Alors pour communiquer auprès d'enfants TSA, ça dépend du profil d'engagé. Si vous avez par exemple un enfant qui ne parle pas du tout, il est peu probable que si vous lui parlez, que ce soit avec des phrases courtes ou longues, ça risque d'être peu impactant pour lui. Donc le mieux c'est d'utiliser des images, ce qu'on appelle plus communément des pictogrammes, pour pouvoir vous faire comprendre. Alors ce que vous pouvez utiliser pour par exemple parler d'activités, ce sont des petits pictogrammes d'activités. Je vous montre. Donc, par exemple ici c'est un séquentiel d'activités, mais il peut être, ça peut être autre chose, ça peut être des jeux qui sont marqués, ça peut être des activités d'école, peinture, coloriage, regroupement, lecture, histoire, de façon à avoir un petit planning visuel qui permet d'anticiper les différentes activités et de limiter l'angoisse liée à la nouveauté. Ce sont des enfants qui sont assez sensibles à la nouveauté et si on peut limiter le terrain angoissant, c'est bon. Et n'oublions pas que même un enfant porteur d'un handicap, quel qu'il soit, que ce soit un TSA ici ou autre, ça reste un enfant. Donc il faut aussi s'adresser comme si c'était un enfant. Si vous avez un enfant qui sait un peu plus parler, peut-être que sa communication n'est pas très fonctionnelle, mais en tout cas, s'il parle, c'est important, d'ailleurs comme n'importe quel autre enfant, de se mettre à son niveau et de lui parler en le regardant. Alors peut-être que lui, il va pas vous regarder, mais ça veut pas forcément dire qu'il vous écoute pas. De lui donner un discours simple avec vraiment un vocabulaire plutôt simple et des phrases assez courtes. L'idée, c'est de ne pas l'ensevelir sous l'auditif, parce que souvent ce sont des enfants qui sont monocanal, c'est-à-dire qu'ils vont être soit dans le visuel, soit dans l'auditif, soit dans le tactile, soit dans d'autres stimulations, mais on peut pas aller toucher plein de sens différents en même temps. Donc si vous voulez vraiment avoir son attention auditive avec ses oreilles, c'est important qu'il ne soit pas en train de se tourner dans tous les sens, de toucher à tout. Donc ayez vraiment un point d'attention là-dessus. Pour d'autres enfants qui communiquent bien, on peut avoir un langage tout à fait commun. Par contre, ce qui est important, c'est peut-être de demander un petit peu plus de rétroaction, c'est-à-dire quand vous communiquez avec un enfant qui parle, de lui demander est-ce que tu as bien compris, si jamais vous sentez que ça décroche un peu, peut-être lui demander de reformuler ce que vous avez dit, et voilà.
Alors, pour avoir une atmosphère cosy, de confiance, c'est important que l'environnement soit structuré. Ça permet aux enfants d'être moins dans l'angoisse. Quand l'environnement est stable, ils peuvent être aussi plus dans l'autonomie. Donc que ce soit dans un environnement classe ou dans une crèche ou par exemple au périscolaire. C'est important que les activités soient bien identifiées, que le matériel reste au bon endroit, que le matériel un petit peu plus dangereux soit mis en hauteur, sait-on jamais. Et par exemple, ces enfants-là peuvent être aussi installés dans des endroits où ils sont un petit peu moins surchargés au niveau du bruit. Donc du coup peut-être plus proche d'un mur sur lequel d'ailleurs on pourrait marquer le planning visuel, les activités des enfants. On peut aussi faciliter le placement dans l'espace. Ce sont souvent des enfants aussi qui ne savent pas trop comment s'organiser dans l'espace. Donc on pourrait mettre sa photo, son prénom sur sa table, sur sa chaise. L'enseignant pourrait aussi marquer son prénom ou mettre sa photo sur sa porte de classe. Ça permet à l'enfant d'être plus autonome quand il doit sortir pour aller faire pipi par exemple. Peut-être qu'il ne sait pas quelle classe c'est. Donc le fait de voir la photo de la professeure permettrait de faciliter le repérage dans l'espace. Et de créer aussi des espaces sensoriels, donc des endroits où l'enfant peut se retirer parce que ça fait trop de bruit sensoriellement parlant. Donc un endroit dans la classe bien identifié pour ça, ou dans le péri, ou dans le couloir, peu importe, mais en tout cas un endroit où il peut se retirer, seul ou avec un adulte. Et puis d'accepter qu'il puisse porter des éléments qui vont l'aider, par exemple un casque anti-bruit. Ça peut être aussi d'autres choses comme un chewy-tube qui permet par exemple la mastication, ça évite de mordre autre chose. Ça peut être également une écharpe lestée qui permet à l'enfant de mieux ressentir son corps. Ça pourrait être également un coussin à assise dynamique si l'enfant a besoin de bouger tout en restant assis. Donc il y a plein de petits trucs et astuces, ou de mettre un élastique sur les barreaux des chaises pour qu'il puisse bouger les jambes. Donc, ça peut être des petits trucs et astuces qui s'intègrent bien dans l'environnement scolaire, qui permettent quand même un mieux-être de l'enfant. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir rester factuel, vraiment de développer ce qui a été perçu, ce qui a été vu, sans émettre d'interprétation, de jugement. En général, ça permet de faire passer le message avec des éléments qui sont bien identifiés, qui peuvent être apportés ensuite aux professionnels de santé. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont intéressants. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de plaquettes qui ont été faites sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc vous pouvez utiliser les petites plaquettes qui ont été faites sur le spectre de l'autisme, qui vont vous permettre d'identifier des signes d'alerte et vous permettront peut-être d'entamer plus facilement la discussion et le dialogue avec les parents. Je pense que c'est important de communiquer autour des impressions que vous avez. Si vous avez des impressions, elles sont pas là pour rien, faites-vous confiance. Et ce qui est important, c'est vraiment de communiquer, d'être dans cette idée de partenariat pour aider l'enfant. Je pense que quand on fait cohésion entre les différents endroits où évolue l'enfant, c'est beaucoup plus cohérent pour lui, et en général, l'évolution est bien meilleure. Je pense que la réassurance, ça peut passer par de l'observation fine de l'enfant. Donc je sais bien que c'est pas toujours possible et facile en groupe, mais ce sont des enfants qui évoluent. Ça prend du temps, il faut beaucoup de patience. Si on regarde bien ce que fait un enfant en début d'année, en fin d'année, il y a toujours des choses qui vont bouger. Je pense que de pointer, de valoriser ces éléments-là, ça permet de renforcer déjà le comportement de l'enfant, et également de renforcer les parents dans ce qu'ils ont mis en place, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Je pense que de donner un sentiment de compétence, c'est important, et même pour vous, professionnels, c'est important aussi que chacun se renforce, parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue positivement et qu'on arrive à accompagner les enfants et les tirer là où on peut, jusqu'où on peut les amener. Alors, donc une personne qui est porteuse d'un TSA aura toujours un TSA toute sa vie. En revanche, les éléments qui vont alerter et entraîner une prise en soin, ces éléments-là peuvent s'atténuer, peuvent être moins socialement visibles. Typiquement, par exemple un patient TSA parle, lui peut-être peut avoir des difficultés pour entrer en interaction sociale, et peut-être qu'au fur et à mesure des années, ça va s'améliorer. Ça va jamais rentrer dans la norme, il y aura toujours un petit décalage à la norme, mais ça peut s'estomper. Peut-être que en fonction des profils, il est possible qu'à un moment donné, on soit plus obligé de dire attention, mon enfant est TSA, pour faciliter l'interaction, parce que peut-être que ça ne verra quasiment plus. Donc il y aura toujours des petits trucs parfois, mais ça dépend des profils et ça dépend de la sévérité à la base du handicap.
Alors en cas de crise, jamais lancer la parole au moment de la crise évidemment. On intervient en amont ou après, mais jamais au moment où ça arrive. En cas de crise, je pense que ce qui est important, c'est de mettre l'enfant en sécurité, mettre les autres enfants également en sécurité et vous mettre en sécurité également. Et une fois que la crise est passée, je pense que c'est important de revenir dessus, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, de nouveau, ça va dépendre du profil langagé de l'enfant, mais même s'il ne parle pas, même s'il ne comprend pas, je pense que c'est important de mettre des mots dessus, mettre des mots sur les émotions. J'ai vu que tout à l'heure, tu étais en colère, en donnant une expression faciale aussi de colère pour que votre corps transmette aussi l'information sur un autre canal que le verbal, mais sur le non-verbal, et d'essayer d'émettre des hypothèses, parce que parfois c'est pas toujours clair pourquoi est-ce qu'il y a eu une crise, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé 3-4 heures avant à la maison, et il y a eu une surcharge à un moment donné, et la crise arrive à l'école, mais en fait c'était le déclencheur, c'était pas vraiment la chose importante qui s'est passée. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est de communiquer autour de ces éléments-là, communiquer à la famille, communiquer à d'autres personnes de la crèche s'il est en crèche, communiquer à d'autres agents du péri, aux professeurs pour vraiment qu'il y ait une cohésion, voire même aux professionnels paramédicaux, médicaux qui interviennent autour de cet enfant. L'idée c'est vraiment d'avancer ensemble pour faire évoluer la situation la plus positivement possible. Donc je pense aussi que des petits outils qui peuvent être intéressants à utiliser avec un TSA, ce sont des outils qui vont permettre de structurer le temps et notamment les time timers, ce genre de choses qui vous permettent du coup de notifier le temps d'activité ou de jeu à l'enfant et du coup ça lui permet aussi d'être moins angoissé à l'idée que l'activité va s'arrêter et qu'à un moment donné il va falloir ranger ou il va falloir passer du travail. Donc ça c'est un outil assez intéressant à utiliser, même pour tous les enfants d'ailleurs. Autre outil sympa à utiliser, c'est un système d'économie de jetons. Donc ici vous pouvez demander à l'enfant de choisir s'il le peut une activité sympa qu'il aime bien faire. Pour pour pouvoir obtenir cette activité, il faut qu'il obtienne X jetons, ici 3, et ça pourrait être 5, 10 en fonction du niveau de l'enfant. Et à vous du coup de mettre les jetons en fonction de ce qu'il fait. Alors c'est pas forcément lié à une réussite, mais c'est lié au fait qu'il fasse l'activité. Et une fois qu'il a tout rempli, et ben hop, il peut avoir droit à cette activité-là par exemple. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment important de communiquer, donner des informations factuelles, de faire tourner l'information auprès des différents lieux d'accueil de l'enfant, peu importe l'âge qu'il a, pour que l'information puisse être connue par tous, pour que ça fasse sens pour l'enfant, pour que ça devienne cohérent pour lui. Et en général, quand il y a de la cohérence, c'est un enfant qui se porte quand même mieux. Pour communiquer avec un enfant, il y a une petite phrase qui est assez facile à retenir. Quand vous parlez à un enfant pour qu'il puisse mieux comprendre la phrase, je pense que c'est bien d'utiliser le quand tu auras rangé ça ou quand tu auras fini ta peinture, tu pourras, et on donne notre activité. C'est beaucoup plus simple à comprendre sur le plan temporel que si tu fais ceci alors, voilà, la phrase est beaucoup plus complexe, donc le quand tu pourras, c'est beaucoup plus simple à comprendre.